Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de Paris pour explorer le destin technique et administratif de la tour Montparnasse. Comment les ingénieurs ont-ils réussi l'exploit de fonder une structure de cette envergure au-dessus des galeries du métro et des anciennes carrières de calcaire sans provoquer d'effondrement? Pourquoi ce projet a-t-il engendré un tel traumatisme réglementaire? Et enfin, quels sont les véritables enjeux de sa future métamorphose architecturale? Dans ce nouvel épisode, nous analysons les faits bruts, les chiffres vérifiés et les défis réels d'un chantier qui s'apprête à marquer une nouvelle fois l'histoire de l'urbanisme français. L'histoire de la tour Montparnasse s'inscrit dans une volonté étatique de modernisation profonde initiée à la fin des années 50 sous l'égide du plan d'aménagement de l'opération Maine-Montparnasse. À cette époque, le quartier entourant la vieille gare du XIXe siècle est perçu par les autorités comme une zone en déclin, marquée par un habitat vétuste et une activité économique qui s'essouffle face aux nouveaux standards internationaux. L'objectif est alors de créer un centre directionnel de premier plan, sur la rive gauche, capable de décentraliser les activités de bureaux jusque-là concentrées dans le Triangle d'Or ou à proximité des grands boulevards. Ce n'est pas seulement un immeuble que l'on imagine, mais un ensemble immobilier complet, incluant un centre commercial, des parkings souterrains et une restructuration ferroviaire totale avec le recul de la gare. Le projet est porté par un groupement de promoteurs privés et publics avec l'appui de l'architecte américain Willy Tuttle, qui apporte son savoir-faire en matière de gestion de grands ensembles tertiaires. La tour, culminant à 210 mètres pour 59 étages, devient dès sa conception un objet de rupture radicale dans un Paris dominé par une architecture basse héritée des siècles précédents. Cette décision politique forte visait à doter la capitale d'un centre d'affaires moderne intramuros, prouvant que la ville pouvait intégrer la verticalité sans se limiter à sa périphérie comme à la Défense. Le volume massif du bâtiment, offrant environ 120 000 m² de surface, répondait à une nécessité de rentabiliser une opération foncière et technique d'une complexité rare, marquant l'entrée définitive de Paris dans l'ère des grands ensembles de bureaux verticaux. Pour les décideurs de l'époque, la tour devait symboliser le dynamisme des 30 Glorieuses et la capacité de la France à se réinventer techniquement après les années de reconstruction. Sur le plan technique, l'édification de la tour a nécessité des solutions de génie civil spécifiques. Le site se trouve en effet à l'aplomb de la ligne 12 du métro et dans une zone historiquement marquée par l'exploitation intensive de carrières de calcaire. Cette configuration imposait une vigilance de chaque instant pour éviter que le poids colossal de l'édifice n'écrase les infrastructures de transport souterraines existantes. Pour assurer la stabilité de l'ouvrage, les ingénieurs ont dû concevoir des fondations capables de transférer la charge du bâtiment vers des couches géologiques profondes et résistantes. La structure elle-même repose sur un noyau central en béton armé, véritable colonne vertébrale de l'édifice, construite selon la méthode du coffrage glissant. Cette technique, alors à la pointe de la modernité, permettait une élévation continue de la structure en béton, assurant une parfaite homogénéité du matériau et une rapidité d'exécution optimale. Le noyau assure non seulement la rigidité de l'ensemble face aux contraintes du vent, mais il abrite également les gaines techniques vitales ainsi que les circulations verticales indispensables au fonctionnement quotidien d'une telle machine urbaine. Autour de ce noyau central, une ossature mixte alliant le béton et le métal soutient les larges plateaux de bureaux permettant de dégager des espaces de travail modulables sans l'entrave de piliers intermédiaires trop nombreux. Cette conception a permis d'ériger le bâtiment en milieu urbain dense, tout en maintenant l'exploitation du réseau de transport souterrain, une prouesse de coordination et de surveillance topographique pour les ingénieurs et techniciens mobilisés sur le chantier entre 1970 et 1973. Dès son inauguration, la tour devient un sujet de controverse majeur qui dépasse le simple cadre de l'architecture pour toucher à l'identité même de la capitale. Elle contraste radicalement avec le bâti traditionnel haussmannien, dont les gabarits oscillent généralement entre 18 et 25 mètres selon la largeur des voies et des quartiers.
En s'élevant à 210 mètres, elle devient un repère visuel massif, visible depuis de très nombreux panoramas, ce qui provoque un choc esthétique durable pour une partie de la population attachée à l'unité de la silhouette parisienne. Cette verticalité isolée, souvent décrite comme un monolithe sombre par ses détracteurs, est perçue comme une rupture de l'échelle humaine qui caractérisait jusque-là le centre historique. La polémique fut si vive qu'elle influença directement et durablement l'urbanisme parisien. En 1977, le plan d'occupation des sols de Paris introduisit des plafonds de hauteur extrêmement restrictifs, fixant souvent la limite à 37 mètres dans de nombreux quartiers du centre, afin d'encadrer strictement l'apparition de nouveaux immeubles de grande hauteur et de préserver les perspectives historiques vers les monuments classiques. La tour Montparnasse restera ainsi, pendant près de 40 ans, le seul gratte-ciel de cette importance au cœur de Paris, devenant à la fois un point de repère géographique indispensable et un symbole de ce que beaucoup ne souhaitaient plus voir se reproduire. À ce débat esthétique se sont ajoutés, au fil des années, des enjeux sanitaires et techniques complexes, notamment la gestion de l'amiante présent dans les flocages d'origine pour la protection d'incendie. Bien que l'usage de ce matériau ait été le standard industriel dans la construction des années 70 avant d'être interdit, son traitement au sein d'une tour en exploitation a imposé des campagnes de travaux et désamiantage particulièrement lourdes, coûteuses et techniquement exigeantes pour la copropriété. Face à l'obsolescence technique et à la nécessité de répondre aux nouveaux standards environnementaux du XXIe siècle, un projet de rénovation profonde a été sélectionné en 2017 suite à un concours international. Le groupement d'architectes Nouvelle AOM a proposé une transformation axée sur la transparence, la porosité et l'efficacité énergétique, visant à réconcilier l'édifice avec son époque et ses habitants. L'objectif n'est pas de démolir la structure primaire, mais de remplacer l'enveloppe actuelle, sombre et peu performante thermiquement, par une façade bioclimatique de nouvelle génération. Cette nouvelle peau vitrée, plus claire et dotée de propriétés isolantes avancées, doit permettre d'optimiser les apports de lumière naturelle tout en réduisant drastiquement les besoins en climatisation et en chauffage. Le projet prévoit également d'intégrer des espaces végétalisés sur les terrasses et aux derniers étages, créant ainsi des jardins suspendus qui participent à la régulation thermique et offrent des zones de respiration au sein de la densité urbaine. Au niveau de la rue, le projet s'accompagne d'une refonte complète du parvis et des accès pour mieux intégrer l'édifice à la vie locale. Il s'agit de transformer la dalle minérale actuelle, souvent perçue comme un espace austère et venteux, en un lieu de passage plus fluide et végétalisé. Ce réaménagement cherche à gommer l'aspect défensif de la tour, pour faciliter les liaisons piétonnes entre la gare Montparnasse, le centre commercial et les axes commerçants environnants, comme la rue de Rennes. Le chantier de rénovation de la tour Montparnasse représente aujourd'hui l'un des plus importants projets de réhabilitation tertiaire en Europe. En raison de la complexité intrinsèque du site et de la nécessité de respecter des procédures administratives rigoureuses, le calendrier a connu plusieurs ajustements au fil des ans. Le processus de restructuration nécessite une logistique millimétrée. Ce projet s'inscrit dans une démarche de rénovation durable et circulaire où l'enjeu est de conserver au maximum l'ossature existante afin de limiter l'énergie grise liée à la construction de nouvelles structures. La tour Montparnasse de demain se veut être un modèle de modernisation du patrimoine du XXIe siècle. Alors que l'ensemble du quartier Maine-Montparnasse continue sa propre transformation vers une plus grande mixité d'usages, la réussite de cette métamorphose sera un signal fort pour l'urbanisme parisien. Le défi est autant technique qu'architectural. La tour n'est plus seulement envisagée comme un espace de bureau isolé, mais comme un élément vertical dynamique, capable de s'insérer dans les objectifs de neutralité carbone de la capitale pour les décennies à venir. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur la rénovation de la tour Montparnasse. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.